Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler d'un élément essentiel pour ce qui concerne les modèles d'équations structurelles avec la méthode PLS, c'est la valeur prédictive, ce qu'on appelle la valeur prédictive du modèle. Alors, expliquer brièvement, la valeur prédictive, c'est la capacité du modèle que nous proposons, non seulement d'être bon sur le plan de l'échantillon, au niveau de l'échantillon avec le R carré que nous avons déjà vu, mais plutôt d'être capable aussi de prédire les mêmes relations entre les construits au-delà de l'échantillon. C'est-à-dire, si nous prenons un autre échantillon, ce modèle doit aussi être capable de faire des prévisions, on va dire, de ces relations aussi au niveau des mêmes construits, bien sûr, mais auprès d'une autre population. Et ça, c'est un élément aussi essentiel. Ça montre que votre modèle n'est pas prisonnier, si vous voulez, de l'échantillon auprès duquel vous avez réalisé votre étude, mais qu'il peut absolument être aussi utilisé dans un autre cadre, avec une autre population, à un autre moment. Donc, bien sûr, Seminar pour le package. Alors, la base de données, bien sûr, c'est la même. Et voilà, il se compose de plusieurs items. Alors, je vais vous montrer le modèle rapidement, qu'on a déjà vu plusieurs fois. On va estimer le modèle. Alors, le modèle, c'est celui-là. On essaie de prédire la répétition de l'achat avec plusieurs construits, le coût perçu par le consommateur, la satisfaction de ce consommateur, la valeur perçue, la qualité. Alors, tous ces éléments vont venir nous expliquer cette variable dépendante. Alors, nous avons déjà vu le R carré la dernière fois, un R carré qui est faible de 21%. Aujourd'hui, on va voir est-ce que ce modèle est bon au-delà de l'échantillon. Alors, on va faire pour cela, alors je ne vais pas faire le bootstrap qu'on a déjà vu. Je ne sais pas si c'est nécessaire, on va voir après, je n'ai jamais utilisé. Après, on a déjà vu le modèle de mesure et le modèle de structure. Alors, on a vu la médiation la dernière fois. Et puis, voilà, on a vu que la relation était une relation de médiation complémentaire. Maintenant, alors, la fonction qu'on va utiliser, c'est celle-là, predict PLS. Hein, très simple, qui se trouve dans le même package, Seminar. Et puis, elle demande trois choses, principalement quatre, le modèle, la technique. Alors, je vous conseille d'utiliser celle-là. C'est avéré que c'est la meilleure technique. Il y en a, je crois, 2 ou 3. Le nombre d'échantillons, 10, qu'on va c'est-à-dire qu'on va diviser notre base de données. On a 200 ici. On va le diviser sur 10. C'est-à-dire qu'on aura 20 personnes dans chaque sous-échantillon. Et puis, on va répéter l'expérience 10 fois. Alors, brièvement, à quoi ça sert les folds? Le fold, c'est tout simplement un groupe, hein, traduction. Ça veut dire qu'on va diviser les 200 personnes en 10 groupes de la même taille. C'est-à-dire qu'on aura 20 personnes dans chaque groupe. Et l'idée, c'est que chaque 20 personnes vont être utilisées comme un échantillon pour lequel on va faire une prédiction. On va prédire la valeur des items. Nous, on va s'intéresser à cette variable, predict. Il y a un téléphone qui sonne. Donc, on va prédire les trois items, R1, R2 et R3. Et on va voir est-ce que la prédiction pour le premier groupe, et ensuite on va faire la même chose pour le deuxième groupe, le deuxième 10, troisième 10. Et à chaque fois, les 180, parce que rappelez-vous, on a divisé les 200 10 fois, donc les 180 personnes vont être utilisées comme un échantillon qui va nous permettre de prédire les résultats pour les 20 personnes. Et on va voir la distribution. Alors, très simple, on va faire ça. Voilà. Alors, vous faites rentrer les mêmes choses, comme j'ai dit. Et ensuite, on va faire summary. Hein, la fonction summary, on donne un nom au summary de predict. D'accord? Et puis, on va voir, je vais faire sortir ces éléments, regardez. Il va vous donner la même chose pour l'ensemble des indicateurs. Mais nous, on va s'intéresser à R1, R2, R3. Je reviens au plot, regardez. Pardon, ici. Ah oui, alors le plot précédent, j'arrive pas à le voir. Bon, c'est pas grave. Alors, les indicateurs de la variable repeat, c'était R1, R2, R3. D'accord? Je vais faire du copier-coller sur Word, après ça va être plus clair. Ensuite, on va faire plot, et on va utiliser l'indicateur R1, tout simplement. On va lui dire, prends le résumé des predicts et donne-moi le graphique. Alors, cette ligne ici va nous permettre
d'avoir une seule ligne et 3 colonnes, tout simplement parce qu'on a 3 indicateurs, donc 3 graphiques. Et donc voilà, donc je fais ça, regardez, et il va vous donner. Alors si la distribution, regardez ici la distribution des erreurs, il vous écrit ici la distribution des erreurs de prédiction. Pour R1, pour R2, pour 3, on voit très bien que c'est une distribution qui est symétrique, d'accord, autour de 0. Et donc on va s'intéresser au Ramsey. Ça sert à ça, la représentation graphique. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez utiliser généralement, il faut utiliser Ramsey, hein, souvent. Mais des fois, si la distribution n'est pas bonne, on va passer à celui-là, c'est-à-dire un autre indicateur, une autre mesure de l'erreur, tout simplement. Alors regardez, ce que je vais faire du copier ici, coller, des résultats. Et je vais passer sur Word. Voilà. Je l'ai déjà fait. Voilà. J'ai déjà fait tout à l'heure. Alors je vais le refaire. Regardez. Alors on va s'intéresser à out of sample. Alors je supprime ça, in sample. D'accord? Out of sample parce que tout simplement, c'est la prédiction, comme j'ai dit, au-delà de l'échantillon. Donc on ne va pas s'intéresser à ça. Et on va comparer la méthode PLS, c'est-à-dire le résultat du modèle que nous avons proposé. On va s'intéresser à Ramsey parce que nous avons trouvé une bonne distribution symétrique des erreurs. Donc j'enlève la deuxième mesure et tout simplement, on va s'intéresser à quoi? Regardez, au R. Alors R, c'était les indicateurs de la variable dépendante. Ce sont les indicateurs qui nous intéressent finalement parce que c'est la variable qui nous intéresse. Je mets ça en jaune et regardez, voilà, très bien. Et l'idée c'est quoi? C'est de comparer ces mesures pour R1, R2, R3 entre l'autre modèle et LM. LM, c'est un modèle de comparaison, c'est un modèle linéaire. On a utilisé tout simplement un modèle linéaire pour prédire les indicateurs, les valeurs des indicateurs des différentes variables ou bien construits que nous avons dans le modèle. D'accord? Et on va comparer. Et si on trouve que les valeurs ici, dans PLS out of sample, sont inférieures à LM out of sample, ça veut dire que notre modèle il a une excellente. Si on trouve que tous les indicateurs ont des valeurs inférieures, comme c'est le cas ici. Regardez, 1,08, 1,18, 1,15, 1,26, 1,21, 1,35. Donc toutes les valeurs ici sont tout simplement inférieures aux valeurs qui se trouvent ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre modèle a une excellente valeur prédictive. C'est le maximum que vous pouvez obtenir. Si nous avions trouvé par exemple que seulement 2 indicateurs ici étaient inférieurs, le troisième par exemple, R3, était ici supérieur à ici, on allait dire qu'il avait une valeur de prédiction moyenne. Et si on avait trouvé qu'aucun indicateur n'est inférieur, ils sont plutôt supérieurs ici, on allait plutôt dire que notre modèle n'a pas du tout une valeur prédictive. Et voilà, donc comme j'ai expliqué, la valeur prédictive, elle est essentielle. Notre modèle possède une très haute valeur prédictive. Ça montre que non seulement il est bon sur le plan de l'échantillon, mais aussi il est excellent aussi au-delà de l'échantillon que nous avons collecté. Voilà, donc dans la vidéo suivante, on va parler des modèles alternatifs. Est-ce qu'il y a un autre modèle meilleur que celui que nous venons de proposer?